Parfait. Donc là, je reprends la main. Donc on est actuellement chez les Compagnons du Devoir qui nous ont accueillis pour ce premier ICEP Café à la fois en virtuel et en distanciel. Alors, on a des petits soucis de connexion, nous, pour voir la projection. Mais on espère pouvoir régler ça dans les plus brefs délais. Je vais faire court. C'est le dernier ICEP de l'année, en espérant que les prochains seront mixtes comme ça, en physique et sous Zoom. Avant de laisser la parole aux intervenants, un mot, Michel présente nos deux intervenants sur la qualité de l'air intérieur. Oui, bonjour. Alors déjà, moi, je me présente. Je suis Michel Raoust et je suis le gérant de Terrao, qui est donc membre de l'ICEB et je suis membre du conseil d'administration. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir ce soir deux intervenants qui vont nous parler de la qualité de l'air. Alors, pourquoi déjà on a choisi ce sujet de la qualité de l'air? Parce qu'avec la période de pandémie, vous avez tous entendu à la radio des intervenants plus ou moins sachants sur le sujet qui nous disaient qu'il fallait absolument aérer les pièces en période de pandémie, qui allaient même jusqu'à recommander des purificateurs d'air dans les écoles. Alors ça serait intéressant d'avoir l'avis des intervenants sur ce sujet, mais moi je pense que c'est complètement hors sujet pour tuer un virus, un purificateur d'air. Bref, enfin voilà, on entendait beaucoup de choses et je pense que ce n'est pas toujours très scientifique. Donc c'était bien de faire un point sur ce sujet. Et alors, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Étienne Devancé et Jean-Gabriel Winkler. Pour Étienne, moi, je le connais depuis 20 ans. Il a participé à des mesures de qualité de l'air des bâtiments sur lesquels j'étais intervenu. Donc, Étienne, il a un doctorat en chimie de la pollution atmosphérique et en physique de l'environnement. Mais c'est aussi le président et le fondateur en fait, de la FIMEA, qui est en fait l'équivalent de l'ICEB, mais côté qualité de l'air, parce que c'est la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Voilà. Donc, voilà. Donc, il est tout à fait qualifié pour nous parler de ce sujet. Et puis, il a aussi fondé son propre bureau d'études qui s'appelle Rinçant Air, Cap Environnement Rinçant Air. Et à ses côtés va intervenir Jean-Gabriel Winkler. Alors, Jean-Gabriel Winkler, lui, a plutôt une formation commerciale, mais il est très compétent aussi sur le sujet de la qualité de l'air parce que depuis 2018, il a fondé en fait une start-up innovante sur le sujet des capteurs de qualité de l'air, donc, qui s'appelle Pando 2, dont il nous dira quelques mots. Et il est aussi adhérent de la FIMEA et donc il travaille aux côtés d'Étienne Devancé à la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Voilà, donc ils ont pris comme axe le sujet des microcapteurs. Alors, c'est aussi en partie parce que c'est très d'actualité. Hein. On nous disait, il faut absolument, pour s'assurer qu'on a un niveau de qualité d'air suffisant, il faut absolument mesurer le taux de CO2 qui est le principal indicateur de pollution intérieure, et ça, vous pouvez le faire avec des microcapteurs. Et c'est ça qui va vous déterminer si vous devez ouvrir la fenêtre ou pas. Donc, c'est ce qu'on entendait couramment. Et donc, on a certainement aussi un avis sur le sujet, sur la fiabilité de ces microcapteurs de CO2, et puis qu'est-ce qu'on peut mesurer qu'un microcapteur. Et puis, j'imagine qu'il doit y avoir différentes catégories de microcapteurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est, je pense, vraiment en plein d'actualité et sans plus attendre. Donc, je leur laisse la parole. Alors, il faut savoir qu'on essaye de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à l'ICEB en cette période de pandémie, c'est qu'on essaie de faire un truc mixte en présentiel et en Zoom. Alors, le Zoom, ça marche très bien. Mais alors, par contre, le présentiel, à part le fait que je vois beaucoup de collègues autour de la table, et ça ne marche pas trop parce que on est censé projeter l'image sur un écran par un vidéoprojecteur qui est connecté à l'ordinateur, sauf que on ne sait pas pourquoi le vidéoprojecteur ne reconnaît pas le signal envoyé par le micro, bien qu'on ait testé tout ça la semaine dernière. Mais comme il y a eu un changement de salle de dernière minute, il fait des caprices. Bon, bref. Et donc, pour le moment, on ne voit pas d'image à l'écran. Par contre, vous allez pouvoir suivre en Zoom sur la présentation, puisque normalement, vous devez voir donc le PowerPoint.
Oui, nous, c'est parfait, on voit tout très bien. Voilà, donc on ne va pas vous faire poireauter. Malheureusement, c'est ceux qui sont en salle qui sont pénalisés. C'est quand même vraiment dommage. J'espère que ça va se résoudre. On a demandé à un technicien des compagnons. C'est les compagnons qui nous accueillent, donc on leur a demandé de venir régler le problème. Ça, c'est vraiment les problèmes de dernière minute. Ok, bon, donc je laisse la parole à Étienne et à Jean-Gabriel pour leur présentation. Voilà, merci en tout cas pour avoir accepté de faire cette présentation sur un sujet voilà, que je pense qui va intéresser tout le monde. Il y a beaucoup de connectés, hein, je crois qu'on est une cinquantaine au moins. Non, Les gens vont arriver au fur et à mesure, mais oui, il y a, au final, là, on est 90 inscrits, donc oui. 90 inscrits. Vous vous rendez compte le succès que vous avez, non, mais... et en plus, c'est vraiment un sujet. Aujourd'hui, dans le journal Le Monde, il y avait vraiment un article spécifiquement là-dessus, sur la qualité d'air intérieur et les capteurs. Donc, vraiment, vous êtes pile dedans. C'était le jour pour faire l'ICEP Café. Exactement. Tout à fait. Alors, je l'attendais, cet article dans Le Monde, qui je crois. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le même, je ne l'ai pas vu, mais c'est quelque chose qui est piloté, je crois, peut-être par l'Éducation nationale. En tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, cette problématique de capteurs est un gros sujet au niveau de l'Éducation nationale. Alors, juste avant de rentrer dans l'introduction, il faut savoir qu'il y a 153 millions de mètres carrés bâtis dans les locaux de l'Éducation nationale, que ça fait depuis, je crois, 1982, je crois, un truc comme ça, qu'il n'y a rien qui a été fait. Et il y a un grand plan de rénovation qui va être mis en place. En particulier, il n'y a jamais eu de référentiel, de nouveaux référentiels sur les bâtiments scolaires. Il va y avoir un grand plan pour réécrire ces référentiels et intégrer dedans, bien sûr, les sujets de qualité de l'air intérieur. Vous imaginez bien qu'en termes de poids économique pour la filière de la qualité de l'air, c'est énorme. Alors, avant de continuer sur cette discrétion, je voulais préciser que Jean-Gabriel Winkler est aussi animateur du groupe de travail sur les indicateurs de la qualité de l'air. Alors, c'est presque bon, mais je pense qu'il va falloir un peu… est animateur du groupe de travail sur la qualité de l'air de FINEA. Et qu'il s'investit beaucoup sur la FINEA d'Île-de-France. Alors, la révolution, alors là, il y a à la fois l'image de Zoom et le truc, donc on ne peut pas enlever ces trucs. Hein, peut-être qu'en mettant… Attendez. Hop là, attendez, juste j'essaye un truc, parce que franchement, voir ma tête, ça ne sert à rien. Si je fais comme ça, là, voilà, ça va être mieux comme ça, non ? Voilà. Alors, révolution des microcapteurs et de la QAI. D'abord, cette révolution, on la voit sur le nombre d'inscrits, 90 inscrits. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas eu autant de monde, une présentation comme ça. Donc, ça montre bien cette émergence du sujet. Il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est la révolution, ce n'est pas forcément un coupage de tête, ça peut être aussi une orbite. Et donc, ça pourrait être traduit par les microcapteurs 360 degrés aussi. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une émergence du sujet des microcapteurs qui pose beaucoup de questions. Et ces questions relèvent de l'usage. Dans quel contexte et pour quel usage va-t-on mettre en place ces microcapteurs ? Avec bien sûr toujours ce triptyque qui est indispensable. Si on veut connaître et comprendre quelque chose, il faut le mesurer. Les microcapteurs sont un des outils de mesure de la qualité de l'intérieur, et c'est parce qu'on va comprendre et connaître quelque chose qu'on va pouvoir agir à bon escient. Donc, ce n'est pas que la mesure, c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'il faut intégrer, la mesure, la compréhension, donc le traitement des data, la donner du sens à la data, et derrière, pouvoir mettre en place des actions qui soient cohérentes et adaptées par rapport à la connaissance qu'on a du sujet. Et tout ça, c'est bien sûr une notion à la fois d'ingénierie et de solution. Ces solutions étant technologiques ou, je dirais, d'ordre de gestion ou de gouvernance. Ce n'est pas uniquement la technologie qui va apporter des solutions dans une problématique qui est essentiellement et très fortement liée au comportement des gens. Et donc, il y a tout un sujet aussi de sensibilisation et de modification et d'accompagnement au changement de comportement de l'ensemble des parties prenantes. Alors, c'est un peu instable tout ça. On va essayer de rester concentré. Donc, voilà.
Alors, rapidement, FIMEA, notre Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Alors, ce n'est pas la qualité de l'air, l'environnement atmosphérique, comme vous l'entendez. Et pourtant, on parle quand même de la Fédération des professionnels de la qualité de l'air parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet majeur. Mais quand on parle d'environnement atmosphérique, on parle de tous les paramètres physiques, chimiques et biologiques qui vont gouverner la qualité des espaces dans lesquels on évolue. On est bien d'accord que la luminosité, la température, l'humidité, le rayonnement électromagnétique, etc., etc., vont faire partie de la qualité des ambiances dans lesquelles on évolue et vont participer à ces espèces de cocktails d'interactivité, d'effets. Et donc, tout ça, c'est un peu complexe. Alors, pour simplifier le discours, on parle de qualité de l'air, de fédération des professionnels de la qualité de l'air. Alors, à l'intérieur, aujourd'hui, donc, vous voyez, alors, c'est quoi FIMEA? C'est avant tout, c'est une dynamique. C'est une dynamique. C'est vraiment essayer de lancer cette nécessité de voir émerger un écosystème, la qualité de l'air, un écosystème qui va intégrer l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, et essayer par une dynamique positive d'apport de solutions, d'embarquer tous ces acteurs dans la même trajectoire. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la gouvernance de la qualité de l'air en France est assez, je dirais, c'est un gros patchwork avec pas forcément beaucoup de cohérence et d'efficacité. Alors, comment on a fait ça? La première chose, c'est qu'on a essayé de faire adhérer des entreprises, parce qu'avant tout, c'est la fédération des entreprises. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a plus de 100 entreprises. C'est un sacré succès. Il y a vraiment une dynamique qui est partie comme ça sur le nombre d'entreprises. Et puis, ces entreprises, eh ben, elles représentent l'ensemble des métiers. Ces métiers, c'est la mesure, c'est l'expertise, c'est tout ce qui relève de l'épuration et enfin, c'est aussi tout ce qui relève de la communication. Tant il est important aujourd'hui, on le sent bien d'ailleurs avec ces 90 participants, tant il est important de faire connaître la qualité de l'air, d'expliquer que la qualité de l'air, ce n'est pas le CO2 ou pas que le CO2. Et là, on est vraiment sur un vrai sujet. Pour digresser, il ne faut pas oublier que la stratégie mono-indicateur CO2, ça a amené le diesel, d'accord, avec tous les effets délétères du diesel. Ça a amené le bois de chauffage avec les particules, et à nouveau, paf, on tue tout le monde, etc., etc. À partir du moment où on ne prend que le critère CO2, on va dans le mur et on intègre des désastres sanitaires. Donc, il y a un vrai enjeu énorme de ne pas se limiter au CO2 pour intégrer la qualité de l'air dans les bâtiments et ailleurs d'ailleurs, à l'extérieur, à l'intérieur, tout ça c'est vrai. Digression faite, donc des entreprises, des professionnels de la qualité de l'air, de l'environnement atmosphérique, avec bien sûr, il y a des sons, des gens qui font du son aussi, des gens qui font du traitement de données, etc., etc. Une intelligence collaborative. Il faut embarquer l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça veut dire beaucoup de travail sur les réseaux et d'ailleurs aussi sur notre amour-propre pour essayer d'aller chercher les gens pour leur dire venez, on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et puis, ce qui a vraiment, donc 26 réseaux partenaires, il y en a peut-être d'autres qui arrivent d'ailleurs, je ne sais plus, ça va un peu trop vite en ce moment. Et c'est aussi une stratégie de territorialisation. L'air est un sujet local. Les gens habitent dans une maison qui est dans une commune, qui est sur un territoire. Et donc, l'action doit se faire sur le territoire. Et donc, on doit embarquer l'ensemble des parties prenantes sur un territoire. Et en plus, alors ça, c'est vachement important parce que ça ancre la problématique sur les territoires. Et en plus, ça permet d'embarquer beaucoup plus facilement l'ensemble des parties prenantes. Moi, ça fait 20 ans que j'ai créé ma société à Paris. Je me dis toujours que j'aurais dû faire ça en province. J'aurais été beaucoup plus rapide dans l'évolution de mon entreprise parce que j'aurais embarqué beaucoup plus de gens beaucoup plus rapidement. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, bien souvent. Donc, 8 antennes régionales. Et enfin, tout ça, ça se traduit aujourd'hui par une plateforme qu'on appelle Ercosystème, donc qu'on est en train d'essayer de faire monter en puissance, et qui va c'est d'abord un annuaire des acteurs publics, privés et associatifs des professionnels de la qualité de l'air. Et à terme aussi, ça va être des services, l'offre de services structurants. Donc, actuellement, on est en train de monter un baromètre RH pour la qualité de l'air. On est en train de monter un baromètre sur la vente aussi, le marché des capteurs de CO2, parce que c'est un truc qui va monter, sur les purificateurs, etc. Donc, déjà, amener beaucoup d'informations pour l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent avoir enfin un endroit où ils peuvent avoir la bonne information.
Et puis, des actions de lobbying un peu plus haut niveau, donc avec le Conseil national de l'air. On a présenté un plan de développement économique de l'air, etc., etc. Donc là, c'est le niveau un peu supérieur. Et tout ça, ben, c'est la dynamique FIMEA. Donc, je pense que voilà, c'est assez clair avec comment on appelle ça, cette matrice, la matrice FIMEA. Voilà. Alors, pour resserrer un peu le discours, aujourd'hui, on est dans comment dire, une dynamique un peu de renouveau réglementaire. Un des gros sujets en fait de la qualité de l'air, c'est que globalement, il n'y a pas de réglementation. Il y a 3 réglementations. Alors, il y en a quelques-uns pour les industries. Au niveau industriel, c'est assez consolidé. Pour l'air ambiant, il y a une directive qui est en train d'ailleurs d'être réévaluée. Actuellement, on participe à la révision, comment on appelle ça déjà, un travail pour apporter sa contribution à la révision de la directive 2008-40-CE sur l'air ambiant. Mais en ce qui concerne l'air intérieur, en termes de réglementation en France, ben, vous avez la malheureuse, la minimalisme c'est quoi, arrêté ou je ne sais plus quoi, là, de 2011. Hein, on a trois textes, 3 malheureux textes qui ont été mis à la trappe et puis réintroduits de façon un peu aléatoire. Et puis, il y a bien sûr cette émergence du sujet du CO2 avec le Covid, qui a été un peu une opportunité, hein, comme je le dis. Alors, ce n'est pas forcément bien de le dire, mais quelque part, pour la qualité de l'air, ça a fait beaucoup de bien, parce que ça a permis de mettre en évidence l'ampleur du travail à accomplir. Il ne faut pas oublier qu'avec les nouvelles normes de l'OMS, donc ça, c'est aussi les nouvelles valeurs de l'OMS, ça, c'est un nouveau aussi, un truc très structurant pour nous, c'est que ces nouvelles valeurs de l'OMS, c'est globalement, il faut prendre l'air pur qu'on a en haut des montagnes, là-haut, okay, ou au fin fond de la mer, des océans, comme quand c'est machin, et ça, l'amener au cœur des villes. C'est ça. Et on a vu, avec le Covid, là, comment ça s'appelle, le premier confinement, il n'y avait plus rien. On a diminué de 40% les NOx. Donc, on arrive, dans certains coins, à atteindre ces nouvelles normes seuil de l'OMS. On enlève toute la circulation. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, tout en gardant une activité économique pérenne, etc. Donc, il y a un gros challenge énorme à ce niveau-là. Et puis, dans cette dynamique un peu réglementaire, il y a le nouvel indice ATMO qui intègre en fait les PM2,5 dans son panel d'indicateurs. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça pousse vers ce sujet. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a actuellement un corpus, une dynamique réglementaire qui est en train de se mettre en place avec les nouvelles stratégies européennes de la révolution verte. Non, c'est je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Pour compléter également, qui n'est pas mentionné sur cette slide, le PNSE4, Plan national de santé environnementale, intègre la qualité de l'air, qui est le premier risque environnemental identifié dans la tête des gens, en priorité pour les 4 prochaines années, puisque c'est la 2e cause de mortalité prématurée en Europe. Et du coup, à ce titre, ça décline. Et à ce titre, du coup, c'est vraiment intégré dans la politique, au moins annoncée du gouvernement pour les 4 prochaines années. Et puis une révolution aussi avec l'intégration dans la RE 2020, qui vous concerne directement, d'un volet qualité de l'air un peu minimaliste, mais qui est quand même déjà le contrôle, je crois, des installations de ventilation dans le neuf. Je ne suis pas sûr qu'en réno, ça se fait aussi. C'est que le neuf. Moi, je ne suis pas un expert du bâtiment, ça c'est vous. Mais je sais que c'est par contre enfin une intégration qui est essentielle au sujet. Alors là, il y a… Oui, attendez, je vais tout vous mettre parce que sinon… Les petits effets, c'est… Voilà. Le contexte et enjeux. Donc, vous avez vu que le contexte, une fois qu'on a vu ces différentes informations, on voit bien que le contexte et les enjeux sont vraiment multiples et variés. Alors, on les cite, santé, climat, biodiversité, énergie, politique, communication, aménagement urbain, mobilité, bâtiment, chantier, industrie, tertiaire, habitat, syndrome collectif inexpliqué,
syndrome des bâtiments malsains, ça c'est assez intéressant d'ailleurs hein, comme concept, le SCI, SBM, c'est pas tout à fait pareil, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où on parle de qualité de l'air, on sort un nombre vraiment, et je pense qu'on peut encore en citer quelques-uns, d'accord, un nombre de sujets assez effarants, avec en plus associé à ça des éléments de langage qui sont assez, comment dire, contre-performants. Donc, Jean-Gabriel vient de le dire, hein, on parle de mort prématurée pour la qualité de l'air. Alors, bien sûr, pour le tabac, il n'y a pas de mort prématurée. L'alcool non plus, hein, c'est pas des morts. Un accident de voiture, ce n'est pas un mort prématuré. Il n'y a que les problématiques de pollution qui créent des morts prématurées. Donc, vous voyez bien un peu la distorsion qu'il y a à affronter là-dedans. Alors, surmortalité, oui, mais pas prématurée. Un mort, par essence, est prématuré s'il n'est pas de mort naturelle. Donc, il y a un abus de langage qui est énorme et qui détruit quelque part l'importance de ce facteur qualité de l'air dans la surmortalité que l'on peut rencontrer et qui est associée aux autres facteurs de comorbidité. Donc ça déjà, vous voyez qu'en plus des enjeux que l'on peut citer, il y a en plus une recherche de minimiser, et peut-être par les lobbies, hein, je ne sais pas, j'imagine, ou pas, ou juste parce que les gens sont formatés sur un système qui est un peu, pas forcément, comment dire, en phase avec la réalité, ou en tout cas en phase avec l'ensemble des autres sujets. Ils sont en silo, et donc ils réfléchissent dans leur silo, et peut-être que ça les amène à ne pas voir la portée de leur discussion. Donc, en termes de contexte et enjeux, on a tous ces contextes en jeu, et puis après, on a comment on va aborder la chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça c'est un peu mon credo. On mesure, hein, la mesure va apporter de la connaissance, de la compréhension, et à partir de là, on va pouvoir mettre en place des actions cohérentes. Ces mesures, ça pose tout de suite. Alors après, là, il faut poser des questions. Tout de suite, on pose des questions. Alors, à mesure, où, quand, comment. Alors déjà, là, vous en avez pour… allez, bonne journée de discussion là-dessus. La connaissance et la compréhension, alors là, on intègre avec les capteurs, on a peut-être des problématiques de traitement big data. Hein, c'est vraiment la qualification de la donnée, l'intégration de la donnée, la signification de la donnée. Est-ce qu'un microcapteur qui a une précision moyenne vaut un analyseur qui a une précision exceptionnelle? Alors non, mais est-ce que 200 capteurs répartis sur un territoire avec une précision, une qualité moyenne, mais aléatoire, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à un biais, est équivalente à une mesure de haute précision? Statistiquement, oui. Statistiquement, si on met un nombre infini de capteurs d'une qualité moyenne, mais qui n'est pas soumis à un biais, on aura une information meilleure qu'un instrument de trop haute précision. D'accord ? Donc, tout ça, vous voyez bien que ça pose énormément de questions et ça remet aussi en question beaucoup d'intervenants sur le territoire, hein, qui ont la mission de donner des données qualifiées, etc. Donc, l'idée, c'est quand même voir comment on va pouvoir aménager tout ça, hein, enrichir ce qui existe et prendre, par exemple, les modèles de météo. Hein. Les météorologues connaissent bien le sujet, ils ont des modèles, ils ont des datas à différentes échelles, ils intègrent tout ça pour donner des éléments. On a la même problématique qui apparaît pour la qualité de l'air aujourd'hui. Comment on va pouvoir enrichir ces datas et donner une bonne information en évitant aussi l'écueil. Trop d'informations tue l'information. À un moment donné, si on a trop de data, il faut choisir les bonnes data. Et donc, il y a toute une stratégie aussi comme ça, justement, de data processing pour identifier quelles sont les bonnes data, celles qui sont orthogonales hein, au niveau mathématique, hein, c'est les plans d'expérience, etc. On cherche orthogonalité des données qui vont permettre ensuite de sectionner un nombre plus faible de données et donner une information qui soit robuste dans le domaine d'expérience étudié. Voilà. Et puis, voilà, donc tout ça, vous voyez bien. Et après, il y a l'usage qu'on en fait, quelque part. À quoi va être utilisées ces données? Est-ce que ça va être des données prospectives? Est-ce que c'est des données diagnostiques? Est-ce que ça va être des données de sensibilisation? Il y a aussi, bien sûr, on va adapter le niveau de mesure à l'objectif pour lequel on l'a mis en place. Et puis ensuite, après, on va pouvoir passer à l'action avec des actions qui pourront être d'autres. Donc, ça peut être technologique, ça peut être des prescriptions constructives, hein, avant la mise en place de construction de bâtiments, par exemple.
avant l'aménagement urbain, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans la même logique. Ça peut être aussi des solutions politiques ou sociétales. Et en particulier, tout ce qui est changement de comportement, qui aujourd'hui est intégré, hein, tout ce qui est le sujet, comment dire, sociologique, hein, tout ce qui est sociologue de la qualité de l'air, est devenu quelque chose de très important. Toutes les associations de surveillance agréées pour la qualité de l'air, alors ce n'est pas tout à fait dans cet ordre, hein, à cela, associations agréées de surveillance pour la qualité de l'air, intègrent des sociologues, à les aider à apporter des solutions. Et on a aussi ces approches de plus en plus maintenant qui sont de plus en plus marquantes, ce qu'on appelle la science participative, d'accord, où on va intégrer, on va donner des capteurs des citoyens, on va voir comment ils s'en servent et comment ils apprennent finalement à intégrer une information pour gérer leur changement de comportement. Ça marche vachement bien. Et ça donne aussi la nouvelle dynamique qui arrive avec le PNSK, d'ailleurs, qui est bien, c'est la notion d'exposome. Quelle est l'exposition d'une personne durant toute sa durée de vie? En fonction de, j'ai 80% de mon temps, j'habite chez moi, je dors, je mange, je vais dans la rue, je prends les transports en commun, je vais travailler, je reviens, etc. Je fais la fête. Donc, on a cette notion d'exposome, et ça, c'est essentiel parce que le problématique de la qualité de l'air, en termes sanitaires, c'est une problématique d'exposition chronique. Ça ne se fait pas sur les médias, ça se fait sur le long terme. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. On sait aujourd'hui qu'il y a aussi un sujet chronique, mais il y a aussi un sujet d'exposition individuellement. On est en train de voir apparaître, par exemple, la notion de coup de particules, comme on a une notion de coup de froid. On attrape un coup de particules. On s'est aperçu que dans les Covid, dans les régions Covid, dans les régions où on est très pollué, on n'a pas ces pics il y a moins de réponses Covid en fonction des pics de particules. Par contre, dans les endroits où c'est moins pollué, quand il y a un pic de particules, on a une émergence de cas Covid qui arrive. Parce qu'on prend un coup de particules, quand en fait on irrite les bronches et on sensibilise, on sursensibilise l'organisme qui est là plus réceptif à des impacts extérieurs. Alors, ce n'est pas le Covid, mais c'est pareil pour la grippe, etc., etc. Et on est en train de démontrer la relation entre les pics de particules et les pics de grippe. Donc, tout ça, c'est des nouveautés scientifiques qui arrivent, qui sont assez marquantes. Alors, rien à voir avec la QAI directement, quoique, hein, un petit peu. Donc, vous voyez que tout ça, ça va apporter en fait toute une panel de solutions possibles qu'on va pouvoir adapter et dont la problématique d'ailleurs des purificateurs à l'intérieur. Donc, Jean-Gabriel en dira 2 mots à la fin. Dans le reste, 2, 3 ou une dizaine. Et contrairement à ce que tu peux savoir, je n'ai pas dit que c'était bien. D'accord? Contrairement à ce que tu sais, ce n'est pas forcément inutile. Ça peut être même très utile. Dans certains cas, vous prenez une personne âgée, sensible au froid, en plein hiver, à un moment donné, c'est pas mal quand même de leur épurer un peu les particules, et les odeurs aussi, par exemple. Alors, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. À un moment donné, les purificateurs d'air peuvent avoir un usage et une utilité certaine. Après, c'est d'abord mesurer, connaître, définir le cas, et ensuite, quand on a un besoin, on le met en œuvre avec des systèmes qui sont qualifiés. Et ça, c'est un peu l'enjeu aussi de la filière. C'est bien, c'est un jeu de la filière. Et il n'y a pas de filière crédible si elle n'est pas qualifiée. À un moment donné, et c'est un peu le rôle de FIMEA, il faut qualifier les offres de services, de biens, de procédés, de manière à pouvoir donner de la confiance, apporter de la confiance sur ces sujets qui aujourd'hui commencent à émerger. Ça fait… c'est au regard de l'eau, de l'énergie, du bâtiment, des déchets, c'est tout neuf la qualité de l'air. Quand j'ai créé Cap Environnement en 99, j'étais un fou furieux. Je continuais un fou de feu. On me disait que c'était un métier d'avenir. Aujourd'hui, on me dit que c'est un métier d'avenir. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'y crois. D'accord? Un peu. D'accord? J'ai quelques éléments qui me permettent de dire, OK, on tient le bon bout, ça commence à avancer. Et donc, pour qualifier, eh bien, on a tout un paquet d'organismes en France. Voilà, on en a des organismes, j'en ai cité quelques-uns. Aujourd'hui, il y en a un quand même qui a… je reconnais, qui a mis quand même en place quelque chose d'assez bien. C'est Airparif,
avec le AirLab et surtout le challenge microcapteur du AirLab. Donc ça, c'est un outil pas mal parce qu'ils ont vraiment mis au service de la qualification des microcapteurs leur savoir-faire et de métrologue. Donc, on a vraiment quelque chose de très sérieux qui va permettre de qualifier la qualité des microcapteurs qui sont volontaires pour participer à ce concours. C'est un concours et qui va permettre de désigner quel est le meilleur microcapteur. Alors, il y a le meilleur pour le CO2, les COV, les PM, le meilleur machin. C'est comme le machin festival de Cannes. Hein. C'est le festival là. Mais alors, au départ, il n'y en avait qu'un. C'est moi qui leur ai dit, non, mais attendez, à un moment donné, il n'y en a qu'un. Mais c'est toujours le même, c'est toujours l'air intérieur. Donc, ça ne va pas aider à faire progresser les autres. D'accord? Donc, à un moment donné, si on veut faire progresser la filière, il faut faire progresser. Là, ils ont été d'accord. Paf, maintenant, on a plusieurs prix. Et donc, là, on en a. Et donc, ça, c'est vraiment aujourd'hui, ce challenge microcapteur AirLab, ça va vous donner un radar sur le type de microcapteurs dont vous avez besoin et une information sur comment, finalement, les utiliser. Parce qu'en fait, ils ont eu l'intelligence de m'écouter. Ils ont eu l'intelligence de travailler sur une notion d'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un microcapteur qui est mauvais en soi. Un microcapteur est bon dans le cadre où il est utilisé correctement, comme toute chose. Donc, il faut d'abord définir le type d'usage que l'on va avoir pour ces microcapteurs. Et ces types d'usage, on les a ici, hein, d'accord? Donc, c'est en anglais parce que moi, je voulais que ce soit en français. Mais on a donc, pour l'air extérieur, on a des capteurs pour le monitoring, donc qui demandent en fait de faire, c'est du diag, du monitoring, vraiment de la surveillance. C'est quelque chose d'un peu, comment dire, c'est peut-être le haut de gamme. Hein, c'est vraiment pour l'utiliser pour oui, c'est des microcapteurs. Un outil métrologique de qualité. Et outil métrologique de qualité. Ensuite, on a la sensibilisation. La sensibilisation, on n'a pas le même usage. On essaye de faire réagir les gens. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des capteurs qui ont une super sensibilité, une super présio. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des capteurs qui réagissent de façon cohérente. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que si c'est un C2, ce qu'on demande, c'est que quand c'est un C2, c'est toujours un C2. D'accord? Voilà. Donc, c'est la cohérence de la mesure qui est importante. Je dirais qu'on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes non plus. Avec de la sensibilisation, on va aller voir monsieur tout le monde. Un capteur pour l'air extérieur dans cette catégorie de monitoring va plutôt répondre aux besoins de bureaux d'études qui vont aller faire du diagnostic, qui vont répondre à des cas de crise, qui vont être appelés pour faire une étude précise et fine sur un cas donné. Et typiquement, là, on a dans ces capteurs de sensibilisation, on a aussi tout ce qui est l'intégration du changement de comportement avec les DIY, là, les DIY, do it yourself. DIY, voilà, merci. Donc, c'est l'autofabrication de capteurs. C'est aussi, à terme, aussi des supports pédagogiques dans l'enseignement pour intégrer ce que c'est que l'électronique, la programmation, etc. Donc, on a toute une dynamique là-dessus du capteur qui est en train d'intégrer l'éducation nationale avec un monsieur qui s'appelle Laurent Janin, qui est vachement actif là-dedans, etc., etc. Très intéressant. Donc voilà, donc monitoring, sensibilisation et véhiculaire. Alors c'est un terme un peu bâtard, mais globalement c'est les capteurs qu'on va mettre sur les voitures, d'accord, sur les véhicules et qui vont se balader en ville et qui vont donner des informations. Alors c'est compliqué à traiter parce qu'il faut avoir comment dire, au niveau scientifique, c'est l'indépendance des variables. D'accord. Statistiquement, il faut que les variables soient indépendantes. Donc, il faut qu'il y ait en même moment de mesures de points différents avec de véhicules différents pour pouvoir, à un moment donné, avoir une indépendance des variables prouvée et donc derrière pouvoir en tirer quelque chose, une cartographie. Et là, on arrive aussi dans des approches que l'on va trouver aussi dans l'air intérieur qui sont, comme je vous disais, pour passer de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire à un terrain qu'on a débroussaillé à la pelouse de Wellington, là, je ne sais pas quoi, la anglaise. Il y a du travail, d'accord? Et ce travail, il va être aussi sur aller rechercher les hotspots, c'est-à-dire les phénomènes non prévisibles. On sait modéliser, on sait prévoir, etc. Et maintenant, il faut rentrer dans le non prévisible. Et c'est là où on a cette importance d'avoir un maillage très grand en termes de métrologie et le microcapteur pourra répondre à ce sujet. En air intérieur, on a
On a aussi le monitoring, la sensibilisation, mais on rajoute une catégorie qui n'est pas la même que dans l'air extérieur, qui est le pilotage des bâtiments, la GTB. Est-ce que le microcapteur est destiné pour rentrer dans les systèmes de pilotage des bâtiments? Donc là, on a un sujet très, très spécifique bâtiment, intéressant. Et enfin, l'air citoyen. L'air citoyen, c'est plus tout ce qui relève de l'exposome. On va équiper le fameux exposome, les citoyens avec des capteurs, et puis on va les intégrer dans des campagnes de mesure. Donc, il y a la cartothèque de Aura, il y a le DIAMS, le projet DIAMS aussi à Marseille, etc., qui intègre ces sujets européens, et puis qui intègre aussi le sujet de la sensibilisation. Donc, vous voyez bien, la sensibilisation, on les a un peu dans tous les secteurs, mais pas forcément avec les mêmes objectifs. Et enfin, alors là, c'est, voilà, hop là, avant de passer la main alors, je ne vois pas le titre de la slide. Sujet d'actualité. Voilà, un sujet d'actualité. Comme vous l'avez bien compris, c'est un vrai sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui mobilise un peu partout, avec des niveaux d'avancement un peu différents en fonction des différentes régions. Typiquement, on sait qu'en Belgique, par exemple, en termes de purificateurs d'air, ils ont reconnu l'utilité des filtres de particules et des filtrages de COV. En France, il y a un accord qui est assez maintenant bien fait sur l'efficacité des filtres de particules. Alors, c'est les filtres HEPA, H13, je crois, ou H14, quelque chose comme ça. Mais bon, on arrive quand même aujourd'hui à un certain consensus sur l'efficacité de filtration des filtres à particules, et en particulier sur le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des filtres qui permettent théoriquement d'arrêter les virus, le virus du Covid qui fait à peu près 100 nanomètres, 130 nanomètres de mémoire. Et donc, on descend à 100 nanomètres en coupure. En plus, pardon? Filtre qualité 5. Oui, qualité 80, HEPA, H13, je crois. Ben, ça commence, et c'est dans les purificateurs mobiles. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça fait réagir au niveau du gouvernement. Il y a Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, Véran, Castex, tout cela se sont prononcés sur ces sujets. Et tout ça, ça a été initié un peu par une grande gueule, voilà, qui s'appelle Laurent Wauquiez, je crois, et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant, moi, je vais équiper toutes mes écoles, tous mes lycées en purificateur d'air, voilà, UVC, c'est bon. Alors, c'était un grand coup d'annonce. Tout le monde a frémi, d'accord. Ceci dit, ça a poussé l'Île-de-France à se dire « Ah ouais, mais quand même, peut-être que je réagisse, etc., etc. » Et donc, ça crée en fait une dynamique d'intégration de ces sujets, de la mesure du CO2 et des purificateurs d'air au niveau scolaire pour protéger du Covid en particulier. Et là, je vais laisser la main à mon ami Jean-Gabriel. Et voilà. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de le dire, mais je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin, parce que j'ai d'autres obligations que je n'ai pas très bien gérées, mais bon, voilà. Donc, je suis obligé de partager un peu mon temps. Et je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Étienne. Je ne sais pas quelle année d'ailleurs. Il est moins 10. D'accord, donc je vais partir à demi, donc je vais être obligé de partir. Par contre, voilà. Merci Étienne pour cette présentation du panorama, des grands contextes, des enjeux. Du coup, on m'a demandé en tant que président du groupe de travail de la FIMEA sur les indicateurs de QAI d'intervenir, de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et je vais essayer de vous présenter des cas concrets de nombreuses sociétés adhérentes à la FIMEA, de rentrer un petit peu plus dans le détail de notre thème ce soir, du microcapteur et de la qualité de l'air. On rebondit tout de suite sur le thème que présentait Étienne juste avant, la crise sanitaire, le Covid, qui en France a mis du temps à s'établir. On sait aujourd'hui que plus de 70% des contagions se font par l'air, par aérosol. Le microbe peut vivre entre 6 heures et plus d'une vingtaine d'heures dans l'air. Et donc, du coup, on peut très bien arriver dans un espace clos qui n'a pas été ventilé, vide, inoccupé, et se retrouver dans un lieu où la contagiosité est extrêmement élevée.
Donc, plus de 70% des contaminations se feraient via ce biais-là. Ce qui rend ce qui a mis un énorme coup de projecteur, notamment sur le CO2. La mesure du CO2, comme on le disait très justement avant, ne permet pas de parler de qualité de l'air. C'est notamment l'ANSES qui le dit. C'est un paramètre parmi tant d'autres. En revanche, c'est ce qu'on expire en tant qu'être humain. Et donc, du coup, à ce titre, ça nous donne l'indication de présence humaine, la densité d'occupation, dont on peut dériver des concentrations de CO2, et du coup, le taux de renouvellement d'air. Aujourd'hui, en air intérieur, d'une manière générale et au-delà du Covid, remédiation, renouvellement d'air sont les principaux moyens d'améliorer une situation. Et donc, du coup, à ce titre, le CO2 devient un geste barrière extrêmement important dans la lutte contre la crise sanitaire et un indicateur qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres choses. Donc, sur la base d'une mesure en temps réel, en continu, ce qui est permis par le microcapteur, on va du coup pouvoir alerter les gens, recommander des aérations qui vont être volontaires, mécaniques, et également de plus en plus piloter les systèmes de ventilation, les débits d'air en soufflage reprise, pour garantir un taux de renouvellement d'air, une qualité de l'air optimum. Un des gros enjeux également qu'on voit derrière, c'est la communication, l'ouverture de cette information, afin de pouvoir rassurer les employés d'une entreprise qui vont être obligés de revenir travailler sur leur lieu de travail, plus ou moins à plein temps, des clients d'un restaurant, d'une salle de sport, d'un cinéma, avec des exemples assez flagrants, notamment au Japon, où la qualité, enfin les concentrations de CO2 sont mesurées dans toutes les salles de cinéma, affichées dans le hall. Et également la Belgique qui a imposé de façon progressive, avant les vacances et puis maintenant depuis la rentrée, la mesure et l'affichage du CO2 dans tous les bâtiments publics, scolaires, mais également les salles de sport, les cafés, les restaurants et toutes les entreprises. Donc un énorme coup de projecteur, comme le disait également Étienne juste avant. La base pour la qualité de l'air intérieur, on ne dispose pas d'associations, de mesures satellitaires, de modèles. Donc on n'a pas d'autre choix pour avoir une idée que de mesurer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne connaît pas. Donc la métrologie, le capteur en air intérieur est devenu primordial si on veut prendre à bras le corps cette problématique. Donc le but est de se reposer sur la mesure. Sur cette mesure, on va pouvoir faire du diagnostic, de l'étude. Sur cette base de cette étude éclairée, on va pouvoir proposer des solutions d'amélioration de la qualité de l'air, qu'elles soient comportementales, d'achat, des produits d'entretien, de la ventilation, également des optimisations des systèmes de ventilation, quels qu'ils soient, ou voire des solutions d'appoint, ce que j'appelle plutôt solutions d'appoint avec les purificateurs d'air, qui sont aujourd'hui, sur la base de la filtration, au moins en France, quelque chose de reconnu et d'éprouvé. Une fois qu'on a réalisé ces premières étapes, ensuite, le but, c'est de pouvoir rendre la confiance, être transparent sur cette démarche, ouvrir une information claire, maîtrisée aux différentes parties prenantes, et comme je disais, clients, employés et habitants. Un petit point maintenant beaucoup plus concret sur notre sujet de ce soir. Étienne le disait, il n'y a pas vraiment de mauvais capteurs, il y en a plutôt des capteurs pour des usages différents, des utilisateurs différents. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'après des années, voire des dizaines d'années de débats un petit peu stériles sur la qualité métrologique, est-ce qu'une association agréée de surveillance de la qualité de l'air est la seule à pouvoir s'arroger une vision précise sur l'air extérieur, mais sur la base de ce qu'on appelait, ou de ce qu'on appelle encore, des analyseurs d'air. Donc, c'est des appareils qui vont être extrêmement précis et qui vont coûter de environ 10 000 à 150 000 euros pièce, avec le problème qui se pose du coup de budget et qui ne permet pas un maillage du territoire suffisant et du coup une connaissance fine. Typiquement, et on y a tous été sensibilisés, l'incendie de Notre-Dame de Paris, un incendie Céveso à Rouen, où on avait des capteurs sur le territoire qui n'étaient pas forcément bien placés, avec des moments et des procédures de validation de données qui n'ont pas permis d'alerter les populations, notamment sur un nuage de plomb avec l'incendie de Notre-Dame. Donc on voit tous les problèmes que ça pose. Et surtout, évident, comme je le disais, qu'en air intérieur, on ne disposera jamais de ce matériel, on ne pourra jamais les déployer de façon massive dans les établissements. Et donc, du coup, la seule solution, c'est de se reposer sur le microcapteur. Microcapteur dont l'industrie s'est très fortement développée, a bénéficié de la crise sanitaire. Et on est aujourd'hui relativement confiant à déployer différents appareils
qui vont pouvoir mesurer de 3 jusqu'à une quinzaine de gaz polluants par appareil, avec des coûts qui vont aujourd'hui environ 150 € minimum pour un capteur CO2 de bonne qualité, jusqu'à plusieurs milliers d'euros quand on va commencer à chercher à mesurer en temps réel des gaz rares. On vous les a présentés ici sous différentes parties, 4 grandes familles, on va dire les capteurs CO2 autonomes, dont on parle beaucoup, qu'on voit passer à la télé très régulièrement dans le contexte de crise sanitaire. On le rappelle, la seule technologie valable pour avoir une mesure de qualité, c'est ce qu'on appelle NDIR, donc technologie infrarouge. Il est indispensable dans les déploiements actuels que ce soit ces capteurs qui priment. Il y en a beaucoup sur le marché et ici, on est sur des catégories de prix qui vont de 150 à 300 € environ. Autonomes pour la plupart, donc du coup, pas forcément sur secteur. Et on vous a mis ici un échantillon de ce qu'on pense être très pertinent, avec notamment Nexelec, Endless Wireless, Claser. On a séparé ces différents capteurs de la deuxième catégorie, capteurs de qualité de l'air intérieur. Comme je vous le disais, le CO2 ne permet pas de parler de qualité de l'air intérieur. Il faut intégrer beaucoup plus de capteurs. Et ici, on a une nouvelle catégorie avec des capteurs qui vont mesurer environ de 5 à 15 paramètres pour un coût unitaire d'environ 300 à 1 500 €. Parmi les paramètres les plus usuels et au-delà de température, humidité, CO2 qu'on mesurait déjà dans la précédente catégorie, on va avoir la mesure des particules fines, on va avoir des mesures de gaz, les COVT, composés organiques volatiles totaux, qu'on retrouve souvent. Il peut y avoir des COV légers, des dioxydes d'azote, de l'ozone, énormément de gaz, et également des paramètres associés plutôt au bâtiment, à l'occupation, au confort également, avec la mesure de la lumière, du bruit, également de la présence, mouvement, occupation, qui peuvent permettre de qualifier plus largement la qualité d'un environnement. Troisième catégorie, les capteurs de qualité de l'air extérieur, forcément, du coup, pour mesurer l'air extérieur, que ce soit à proximité d'un bâtiment qu'on aura pu équiper, ce qui va avoir l'intérêt de donner une mesure extrêmement locale, en complément éventuellement des mesures données par les ASCA. Et là, on va pouvoir aller notamment sur un nombre beaucoup plus important de gaz qu'on va retrouver principalement en extérieur, les dioxydes d'azote, le NO2, les dioxydes de soufre, ce genre de gaz qui vont être beaucoup plus émis par l'activité humaine et notamment l'industrie. Et également l'agriculture, on pourrait citer l'ammoniac. Et la dernière, on a regroupé du coup dans une dernière catégorie les mesures en mobilité, ce que mentionnait Étienne dans la première catégorie du challenge microcapteur, où là on va poser et déployer un nombre important de capteurs sur une flotte de véhicules publics, par exemple, avec l'objectif de pouvoir cartographier la qualité de l'air à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Et après, encadré par des règlements et la législation, des appareils destinés à la mesure de chantier et la surveillance des chantiers, forcément avec la poussière, mais également avec des normes sur la vibration, les fissurations, etc. L'ensemble de ces objets capteurs, microcapteurs, du coup, idéalement, vont devoir être connectés pour qu'on puisse s'approprier la donnée et la restituer en temps réel. Donc, il existe différents protocoles de communication aujourd'hui. Le principal est ce qu'on appelle LoRaWAN avec des ondes basses. Et on retrouve tout un autre tas de protocoles en fonction des objectifs. Enocean, protocole radio également, Modbus, du filaire, Sigfox, pour citer un protocole français. Et donc tout ça, l'objectif, on pourrait mettre 3G, 4G, LTEM également, pour pouvoir transmettre les données vers un serveur. Toujours pour être très concret, je vais vous présenter ici une étude de cas. L'objectif, c'est de vous présenter les usages, certains objectifs, ce qu'on peut faire du microcapteur aujourd'hui. Et le premier est la société Nanosens, fabricant à Boulogne-Billancourt de microcapteurs de qualité de l'air, avec une particularité très forte chez eux depuis de nombreuses années déjà, c'est de donner la possibilité de pouvoir piloter le bâtiment et notamment asservir les débits de ventilation dans un bâtiment en temps réel sur la base de ces mesures.
Donc, un premier cas ici, une école maternelle de la ville de Paris, située dans le 18e arrondissement, à proximité immédiate du périphérique. École récente, donc on est sur un système avec 3 CTA, centrale de traitement de l'air double flux, et a été procédé à l'installation d'une sonde dans les 18 espaces de vie intérieurs, une sonde extérieure sur chacune des 5 façades. Ensuite, ont été installées des boîtes à débit variables en soufflage et reprise dans chacune des 18 salles. Les sondes ont été connectées à ces boîtes à débit variables et la qualité de l'air est pilotée en continu, en temps réel, sur la base des sondes qui ont été installées, avec des mesures d'alerte en fonction d'éventuels transferts de pollution entre extérieur et air intérieur, et notamment la possibilité d'alerter ou de recommander une ouverture de porte sur couloir plutôt qu'une ouverture de fenêtre sur cour, dans le cas, par exemple, d'un épisode de pollution extérieure. On est sur 7 paramètres: température, humidité relative, CO2, COVT, PM1, PM2.5, PM10, 3 diamètres différents de particules fines. Avec comment dirais-je, le laboratoire d'hygiène de la ville, notamment, qui est venu faire des mesures contradictoires avec des appareils de référence, qui a validé les niveaux de qualité de l'air obtenus, d'autant plus significatifs dans l'environnement géographique immédiat. Et une dernière phase qui est en train de s'ouvrir sur la sensibilisation, l'ouverture et l'appropriation de ces mesures par le personnel enseignant. Un deuxième cas, Etera, société de la région lyonnaise, fabricant également de capteurs, un fabricant important et significatif en France, avec ici 2 usages, 2 cas qu'on a souhaité vous présenter. Des capteurs de qualité de l'air extérieur qui ont été déployés sur des axes routiers, avec pour objectif de faire évoluer le schéma d'urbanisme sur la ville de Lyon, avec des mesures à différents endroits, notamment sur un carrefour, avec le but de déterminer quel était le passage, quel était le niveau d'exposition en fonction du trafic automobile, et donc du coup, sur cette base, de décider de l'évolution du trafic routier et de la route, voire de la mise en place d'un rond-point giratoire sur ce lieu. Avec participation d'une société, Aria, qui a travaillé sur la modélisation que vous voyez en bas, pour déterminer les différences en fonction des heures de la semaine et du week-end et des impacts que ça a sur la qualité de l'air en fonction du trafic. Un autre projet sur la partie droite de la slide, du coup là on est beaucoup sur de l'information, de la sensibilisation aux populations, en partenariat avec Clear Channel notamment. Des capteurs de qualité de l'air extérieur ont été installés sur des abribus. Et donc du coup, Clear Channel, toutes les 6 publicités affichent à la population une information en temps réel de la qualité de l'air sur ces écrans, telle que représentée sur la partie de droite, avec l'exploitation notamment de ce système de QR code qui permet à la population qui le souhaite de pouvoir rentrer dans un détail plus important sur la qualité de l'air qui l'entoure. Autre point, un autre fabricant de capteurs qui a été mentionné précédemment, la société Rubix, qui s'est récemment renommée Enola d'ailleurs, qui, elle, va travailler sur l'identification et l'intégration de sens numériques, avec un gros axe de recherche qui est lié à la corrélation de différents paramètres, afin de pouvoir donner des données environnementales un petit peu plus actionnables. Parmi les projets emblématiques sur lesquels il travaille, il y a notamment le déploiement de capteurs sur les ports, afin d'avoir une idée un petit peu plus précise, au-delà de la pollution extérieure qu'on connaît bien, mais des nuisances, notamment au niveau bruit, au niveau vibration et odeur sur les différents ports, et pour pouvoir ensuite trouver des axes d'amélioration. Et également, via un partenariat assez significatif, également la surveillance des opérations de nettoyage, avec des capteurs qui vont permettre notamment de mesurer l'ammoniac dans les toilettes, par exemple, mais également les produits d'entretien, s'assurer que les produits d'entretien utilisés sont bien écolabellisés, de lier ça avec des distributeurs, notamment de savon, des poubelles, et avec des objets connectés pour pouvoir suivre de très près et être au plus près des utilisateurs et garantir un service le plus impeccable possible dans ces différents lieux.
Également, et c'est très à la mode, on l'a déjà mentionné, l'alerte sur l'ouverture d'une fenêtre. Effectivement, si on corrèle les concentrations de CO2 notamment, qui vont être impactées par une ouverture de fenêtre, la mesure du bruit en temps réel, mais également de la température, on est capable, par la simple exploitation des données en temps réel, de pouvoir détecter une ouverture de fenêtre sans même avoir de capteur. Et donc, du coup, une vraie valeur à travailler sur une approche globale, puisque la qualité de l'air au sens très large nous permet d'avoir une vision très large et très exhaustive sur un environnement donné. Un petit point également, on l'a mesuré, la mesure en mobilité, notamment Atmotrack, adhérent Fimea, qui a déployé notamment sur des camions de La Poste en région Île-de-France et d'Enedis, si ma mémoire est bonne, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de microcapteurs qui vont permettre de pouvoir cartographier de façon un petit peu plus fine ou de façon différenciée par rapport aux moyens de mesure traditionnels la qualité de l'air à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Un petit point également sur les moyens de remédiation. Ici, la société VNI, anciennement Ventilaire Sec, qui propose une solution de traitement de l'air avec une prise d'air neuf extérieure, sa filtration selon différents moyens et, qui peuvent être adaptés. Donc, des filtres ETA, haute efficacité de filtration, mais également des filtres à charbon pour aller travailler sur les odeurs, les gaz. Qui du coup ensuite insuffle cet air, mais en légère surpression, un espace intérieur et avec des systèmes d'ouvrants près des fenêtres, va expulser l'air ancien vicié qui va être remplacé par cet air neuf. Ce qu'on voit du coup sur la partie de gauche, c'est les résultats obtenus lors d'un épisode de pollution l'année dernière. La solution a été installée dans différentes écoles primaires de la ville de Paris. Le 30 novembre 2020, on a eu un épisode de pollution en particules fines. Sur la partie haute, on voit du coup très nettement que de 9h à 18h, les taux de particules fines PM2.5 dépassent allègrement les 40 microgrammes par mètre cube. Sur la partie de haute, du coup, c'est une salle témoin expérimentale où on a mis des capteurs, mais pas la solution VMI. Et en dessous, vous voyez la salle équipée de la solution VMI qu'on voit sur la droite, avec du coup un taux d'abattement ici d'au moins 40 à 60% sur les particules fines et la possibilité également d'aller traiter et d'améliorer le confinement et de travailler sur le CO2. Du coup, ce qu'on voit, la partie histogramme, ce sont les concentrations intérieures et ont été également installées sur les façades, directement à proximité des espaces intérieurs, une sonde de qualité de l'air extérieur. Et cette courbe qu'on voit en bleu, du coup, représente les concentrations de particules fines, PM2.5, à l'extérieur. Avec également, du coup, l'occasion de le préciser, on dit souvent que l'air intérieur peut être plus pollué que l'air extérieur. Et c'est ce qu'on constate sur la partie haute du graphe avec nos histogrammes qui dépassent les concentrations extérieures, puisque ces particules fines vont avoir tendance à s'accumuler dans un environnement clos. Voilà, et également à noter ou à souligner la très forte corrélation qu'on observe entre particules fines, concentration de particules fines à l'intérieur et à l'extérieur, hors cet épisode de pollution, sur les 2 jours qui ont suivi, quelle que soit la salle. Un petit point du coup et une petite présentation très rapide. Je ne voulais pas que ce soit très commercial, mais je suis également en parallèle de mes activités FIMER, président cofondateur de Pando 2. Et chez Pando 2, on a développé la première solution de gestion et analyse de la qualité de l'air qui va avoir différentes particularités. La première, du coup, c'est qu'on a souhaité complètement décloisonner l'univers du microcapteur. Aujourd'hui, on est capable d'intégrer les données des modèles de plus de 15 fabricants de capteurs. On va également agrémenter cette solution de données ouvertes officielles, notamment Atmo France, Airparif, les autres ASCA, Copernicus, l'organisme européen de surveillance de la qualité de l'air, qui va nous donner accès à du modèle météorologique, à une dizaine de paramètres géolocalisés sur les établissements de nos clients, et également à de la prévision sur ces différents polluants. On est en mesure également d'intégrer et évaluer différentes solutions de traitement de l'air avec de nombreuses expérimentations au sein de la FEMIA,
notamment un groupe de travail purificateur d'air, mais également des expérimentations pour la ville de Paris, pour la région Île-de-France. L'objectif est d'agréger, analyser et restituer en temps réel l'ensemble de ces données, de les croiser, de pouvoir les corréler, pour proposer une supervision ergonomique, compréhensible, mais qui répond également à des besoins professionnels, permettre d'ouvrir cette donnée, de sensibiliser la population avec différents écrans publics, des systèmes de QR code qui permettent d'accéder à une information sans forcément être connecté à l'application. Et enfin, des outils d'analyse avancés, et notamment Big Data, puisque ces microcapteurs génèrent énormément de données. Et pour l'illustrer, du coup, et pour finir sur toujours du concret, une petite étude de cas. La ville de Paris, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, a fait le choix de déployer 550 premiers capteurs à la fin du premier trimestre de cette année. Donc, du coup, c'est 3 capteurs sur 180 établissements qui ont été déployés. On supervise du coup l'ensemble de ces données. Ça permet de pouvoir les accompagner, avoir une vision en temps réel, également de l'historique, de pouvoir émettre des alertes et recommandations dans des cas de confinement significatifs, mais également et surtout de pouvoir analyser, rentrer dans le détail, puisque sans cette analyse, on n'est pas capable de mettre en place des plans d'action qui fonctionnent, de pouvoir les quantifier peut-être même avant même de conclure qu'ils fonctionnent. Et donc, du coup, on a réalisé une étude sur les concentrations de CO2 sur l'ensemble de ces établissements, du coup, école primaire, maternelle, crèche, collège. Et la ville de Paris nous a demandé notamment de caractériser les niveaux de confinement dans ces différents établissements, par type d'établissement, par type de salle. Et donc, du coup, la donnée et l'exploitation de la donnée faite de façon, on va dire, cohérente, permet notamment d'identifier la fréquentation. Ce qu'on voit en haut à gauche, c'est l'exploitation des concentrations de CO2 sur un mois, réparties sur une journée type. Et donc, du coup, ça nous permet, dans le cadre de pouvoir déterminer, quantifier une exposition, déterminer une occupation précise. Tout en haut, on a les salles des personnels qui sont relativement utilisées sur toute la journée, mais essentiellement matin et midi. On a ensuite les réfectoires. On a pu déterminer que la période d'occupation était de 12 heures à 14 heures de façon très visuelle. Et enfin, les salles de classe. On a ce type de représentation graphique nous permet de dire que le professeur, les enseignants arrivent à partir de 8 heures, que le gros de la fréquentation a ensuite lieu de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Donc, simplement par cette représentation graphique, on arrive à donner des temps d'occupation sur lesquels on va ensuite pouvoir calculer des niveaux d'exposition à différents polluants, plutôt qu'arbitrairement dire ou décider que l'exposition moyenne pour une salle de classe est plutôt de 8 heures à 18 heures, sans enlever notamment la pause du midi qui va avoir tendance à nous faire sous-évaluer les niveaux d'exposition. Également, exploitation des données. Et sur un mois, on parle de plus de 16 millions de données, donc autant dire que le travail sur Excel serait, au-delà d'être fastidieux, impossible. La caractérisation des niveaux de CO2. On vous a mis ici une représentation graphique en bas à gauche des niveaux de CO2 dans des salles de classe, avec en abscisse en ordonnée les concentrations moyennes et la taille des bulles qui va représenter un écart type et du coup qui permet de pouvoir identifier très précisément des salles qui vont poser problème d'un point de vue renouvellement d'air, CO2, de façon ponctuelle ou de façon plus pérenne. Et donc, du coup, de pouvoir orienter les plans d'action de la ville sur des salles bien précises ou des types d'établissements ou des types de salles très précis. Dernière partie de l'étude également, et je finirai là-dessus, la ville a souhaité étudier, déterminer dans quelle manière un affichage lumineux par LED sur le capteur, avec des voyants vert, orange, rouge en fonction des concentrations de CO2, allait inciter le personnel enseignant à de l'aération mécanique, enfin ouvrir la fenêtre très simplement. Et donc du coup, on avait à cette époque 300 capteurs, une grosse cinquantaine d'entre eux. On a désactivé à distance l'affichage lumineux. Le reste de l'échantillon avait cet affichage lumineux activé. Et par exemple, on est ici sur des salles de classe et on voit sur la partie de gauche les concentrations représentées sous forme de graphique à chandelle
des capteurs dont l'affichage lumineux était désactivé par rapport à la droite où l'affichage lumineux était activé. Et on voit du coup une variation bien moindre. Les minimums, les maximums ne sont pas très significatifs. En revanche, la différence sur la médiane, le T1 et le T3 sont extrêmement significatifs, avec des concentrations moyennes qui sont de l'ordre de 20 à 50% plus faibles, avec de l'affichage lumineux des concentrations de CO2. Donc, un exemple de ce que peut permettre, c'est l'exploitation de cette donnée, qui ne peut être en air intérieur, et encore une fois, et pour conclure, simplement permise et générée par du microcapteur. Et je vous remercie tous pour votre attention, et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Ok, bah merci. Merci beaucoup. On va peut-être demander à Héloïse s'il y a des questions dans... Il y a des questions dans le chat. Oui, il y a des questions dans le chat. Comment ça va, vous, côté salle? Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vous entends, oui. Ok, Non, super. on peut répéter la question. En tout cas, il y a pas mal de questions, effectivement. Donc, on peut peut-être commencer par celle-ci avant de prendre celle de la salle. Je ne sais pas. Je vais les prendre. Peut-être on peut les prendre dans l'ordre où elles ont un peu apparu. Comment dire, si les personnes qui ont posé les questions veulent ouvrir leur micro, ouvrir leur caméra, les poser de vive voix, c'est possible aussi. Sinon, je vais prendre la question de Christine qui demandait, qui était assez étonnée, moi aussi, c'est vrai, sur l'information, qui avait été donnée qu'on avait maintenant des filtres qui étaient capables de filtrer les virus, si j'ai bien compris. Donc, 100 nanomètres, c'est la taille du virus du Covid, quoi, en fait. Et puis, sans doute, la taille de virus classique. Donc, ça doit être des choses très, très fines. Donc, est-ce que c'est bien ça? Et effectivement, quelles sont les pertes de charge? Est-ce que ça entraîne des surconsommations électriques? Alors, deux questions. Je me permets de les redonner pour les gens qui sont dans l'audience, qui ne l'ont pas forcément entendu. On n'a pas beaucoup de son. Du coup, une question et une interrogation sur la capacité des appareils de purification de retenir ou d'éliminer du virus. La réponse n'est pas évidente. Il n'y a pas d'appareil qui permette la mesure en continu, en temps réel, du virus dans l'air. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un virus serait plutôt l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler PM03. Et avec des filtres EPA H13, H14, on pense de plus en plus qu'on est capable de réduire la charge virale en filtrant du coup ces micro-organismes sur ces filtres. Il n'y a pas de destruction en tant que telle. En revanche, ça va être bloqué au niveau du filtre, avec ce risque qui demeure, puisqu'on considère aujourd'hui que le virus va pouvoir être capable de survivre entre 6 et une vingtaine d'heures, que ce soit en surface ou dans l'air. Et donc, du coup, à ce titre, ça permet un abattement de la charge virale dans l'air. Ça ne le tue pas, mais ça le piège au niveau du filtre. Alors, comment ça marche concrètement? Est-ce que c'est au niveau de la centrale de traitement d'air, par exemple, qui va insuffler l'air, qu'on met ce filtre? Auquel cas, il y a la question soulevée, la question des pertes de charge. Oui. On sait que ce niveau de filtration, ça a produit une énorme perte de charge, Tout à fait. comme des surconsommations électriques. Ou bien est-ce que on a notre centrale de traitement d'air classique et on rajoute dans la salle un appareil qui recycle du coup l'air et qui en même temps aussi filtre. Alors, c'est ce filtre aujourd'hui H13 filtre donc ces particules virales. Aujourd'hui, dans le contexte de la crise sanitaire, ce qui semble le plus recommandé, le plus recommandable, c'est de commencer par le diagnostic, on vous l'a dit, mesurer le CO2, identifier quelles salles vont être à problème. Le gros sujet qu'on va avoir, c'est que beaucoup de bâtiments, notamment dans le scolaire, ne sont pas équipés de systèmes de ventilation mécanique. Et certains vont avoir pas d'ouvrants ou des ouvrants condamnés. Donc là, on est vraiment sur la dernière catégorie de salles, on va dire, très problématique, dans lequel, en dernier recours, on va pouvoir recommander l'installation de purificateurs d'air avec système de filtration. Et du coup, c'est pour recycler, filtrer et recycler l'air, effectivement.
Un des énormes sujets qui arrive aujourd'hui et de plus en plus, et c'est un excellent point, je vous le disais, afin de garantir un air intérieur de qualité, il faut renouveler l'air ou le diluer. Donc, ça passe par des débits d'air qui sont encore beaucoup trop faibles dans la majeure partie des cas. La réglementation est très ancienne. Et donc, du coup, si on ajoute en plus des filtres, effectivement, il va falloir souffler encore plus fort et les consommations énergétiques vont exploser. Elles ont déjà d'ailleurs complètement explosé depuis plus d'un an et demi, puisque notamment la REVA, l'association des ventilistes, recommande de prendre 100% d'air neuf et de désactiver les roues, les échangeurs thermiques qui permettaient de conserver les calories. Donc, du coup, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les consommations liées au système de ventilation sont clés, donc très largement explosées si on a suivi les recommandations, notamment de la REVA, et que du coup, le très gros enjeu qui nous attend tout de suite et sur les prochaines années va être de pouvoir concilier qualité de l'air intérieur et efficacité énergétique. Et c'est un des très gros enjeux dont on parle, à mon sens, très peu, trop peu, alors qu'il est extrêmement clé et que la solution, du coup, va passer par le microcapteur parce qu'il va falloir être capable de pouvoir souffler plus intelligemment, plus finement, sur la base de mesures en temps réel qui vont nous permettre de souffler quand il y a du monde, en fonction d'un nombre de personnes données, sans avoir à rentrer des emplois du temps, ce qui se fait aujourd'hui dans les automates notamment. Et on ne peut plus très simplement se contenter d'un capteur de CO2 en reprise d'un système de ventilation. C'est quoi la mesure recommandée sur le CO2 ? C'est très compliqué. La dernière ou les derniers seuils officiels qu'on a, c'est un règlement sanitaire départemental qui parlait de 1000 et 1700 ppm, sur lequel d'ailleurs le CSTB a basé le calcul de son indice ICON, indice du renouvellement d'air. Aujourd'hui, les seuils recommandés par le Haut Conseil de santé publique sont 600 ppm pour les lieux où on ne porte pas le masque, notamment les cantines, les réfectoires. Ce qui pourrait être d'ailleurs le cas, je profite de cette tribune pour le dire, notamment dans les dortoirs de crèches et d'écoles maternelles. Les enfants ne dorment pas avec leur masque. Donc, ce serait plutôt très pertinent d'appliquer ce seuil, si jamais c'était le bon seuil, aux dortoirs et aux cantines. Et dans les autres espaces, 800 ppm. On voit également certains ministères qui commencent à émettre la possibilité de recommander l'évacuation au-delà d'un seuil de 1000 ppm avant de pouvoir revenir et de faire rentrer les gens ou d'adapter l'occupation pour retomber sous un seuil de 800 ppm. Ce qu'il faut savoir, le dernier point, c'est qu'en air extérieur, on est plutôt aux alentours de 400-420 ppm. Donc, plus de 100 pour les réfectoires. Si on n'est pas équipé de système de ventilation double flux et qu'on ne pousse pas les débits, il est à peu près illusoire de pouvoir le tenir, surtout si on a peu de volume dans le réfectoire. Le Haut Conseil de santé publique. Oui, aujourd'hui, c'est 420, je crois, dans 420 ppm dans les endroits les plus... En air ambiant, dans les endroits dans l'endroit le plus pur du globe, c'est 420. Moi, quand je suis née en 85, c'était 350. Donc, c'est vrai qu'on se pose aussi la question, dans quelques années, peut-être dans 30 ans, on sera à 450, 500 ppm dans l'atmosphère extérieure. Et du coup... voire plus, effectivement. Deux choses à dire, du coup, pour rebondir sur cette remarque. Un des plus gros apports du rapport du GIEC qu'on a eu cet été, c'était de dire qu'il fallait arrêter de parler de gaz à effet de serre, mais plutôt de polluants, tout est lié. Et du coup, ça rejoint ce que vous dites. Effectivement, on était, il y a encore un siècle, à moins de 300 ppm en air extérieur. On est maintenant à plutôt 420. Donc, du coup, si on continue sur ce rythme, on sera très prochainement. Et c'est pas en dizaines d'années à 500 ppm. Et il faut savoir que de nombreuses études estiment qu'à partir de 800 ppm, on perd 30 à 50% de nos capacités cognitives. Ouais. Donc, on est un petit peu en train de, comment dirais-je, de scier la branche sur laquelle on est, en ne prenant pas ce problème à bras-le-corps et en pensant que le CO2 est un simple indicateur de réchauffement climatique. Oui, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va mourir de chaud, mais en fait, on va mourir de mal de crâne, en fait.
de Bon, mal de pas crâne, drôle. d'endormissement, et puis surtout, on va de moins en moins bien réfléchir pour trouver des solutions, ce qui est du coup un cercle vicieux. Voilà. Ok. Je Je vais voudrais prendre une juste, autre question. oui, juste peut-être avoir, bien sûr que j'ai bien compris, c'est Christine Le Cerf là. Je voulais, vous avez bien dit que c'était 600 ppm, 600, c'est pas 600 au-dessus des 400, en plus des 420 extérieurs. Non, non, c'est Alors, 600. Non, ouais, c'est vous comme ça avez qu'on bien mesure en entendu. général, hein. Je me permets de reformuler pour l'auditoire dans la salle. Les seuils recommandés par le Haut Conseil de santé publique sont bien 600 ppm et 800 ppm. Et non pas 600 sur 400, qui est le seuil extérieur minimum qu'on retrouve. On parle bien d'une augmentation de moins de 200 ppm à respecter dans des lieux de restauration collective. Ok, ce qui est très peu. Ok. On a l'impression qu'en ville, comme à Paris, par exemple, les concentrations supérieures par rapport à 400. C'est un sujet de recherche. On a plusieurs chercheurs et universitaires qui sont en train de regarder le sujet de beaucoup plus près. On a complètement négligé la mesure du CO2 dans l'air extérieur jusqu'il y a très peu de temps. Certains universitaires, scientifiques et startups commencent à s'y intéresser. Ça fait écho à ce que je disais, le CO2 est un polluant. On pensait air intérieur, mais air extérieur aussi. Et on pense effectivement que certaines activités, notamment industrielles, pourraient avoir un effet sur les concentrations extérieures de façon localisée. Et à Paris, on est autour de 420, 450. On a fait des mesures dans nos bureaux. À l'extérieur de nos bureaux, on est dans le arrondissement. On était autour de ces valeurs-là. Il faut que vous parliez. En fait, on ne vous entend pas très bien, malheureusement. J'aurais Oui, pensé je qu'on vais entendait essayer bien de- la salle, mais on n'entend pas bien la salle. Donc, Ouais, il en faudrait fait, que du vous coup, il y avait une reformuliez les. question sur les concentrations de Ok. CO2 Oui. en extérieur et notamment des villes, et savoir s'il y avait des variations. Mm. Et j'expliquais que c'était un sujet sur lequel on s'était très peu penché d'une manière générale, l'industrie, mais qu'il faudrait certainement s'y pencher, que certains scientifiques startups s'y penchaient, et qu'effectivement, à Paris, on était peut-être un petit peu au-dessus des 420 ppm, plutôt vers 450, ce qu'on constate nous, mais de façon empirique et sur quelques capteurs. Par rapport à d'autres lieux qui vont être plus éloignés, plus protégés, on va dire, on sera plutôt vers les 400-420, sachant que ce 420 est issu d'une station de mesure à Hawaï dans la montagne, et du coup qui est censé être quelque chose de pur, mais certainement, comment dirais-je, des disparités dans les concentrations de CO2 extérieures, qui est la base pour poser ces seuils, notamment dans les centres urbains, et qu'il faudrait approfondir et vérifier de façon un peu plus systématique. Je prends d'autres questions du chat ou il y en a dans la salle? Il y a une question dans la salle qu'on va prendre. Alors, vas-y. Sur la question des données, je suppose que ça a une valeur qui n'est pas inintéressante et potentiellement qui pourrait augmenter en fonction du nombre de données produites. Alors, je me demande quelle est l'éthique liée à ces données. Est-ce que, par exemple, vous, au sein de votre entreprise, vous les revendez? Est-ce que ça fait partie de votre modèle économique qui compte à terme ou de l'augmentation de votre société et à plus grande échelle au sein de votre fédération, est-ce que leur usage est réglementé? Est-ce que vous avez une charte au-delà de la question de l'anonymisation? Ce n'est pas une question pour moi. D'accord. C'est clairement anonymisé. Ok. Une question. Vous avez entendu la question là? Absolument pas. Il faut reformuler et faire des questions Alors, plus courtes si ok. possible. Je vais reformuler, je commence à avoir l'habitude. Donc, du coup, une excellente question sur les données, qui sont forcément un actif important, significatif, leur gestion, l'anonymisation et peut-être éventuellement ce que ça peut donner et si jamais on pouvait s'en servir à des fins commerciales. Alors, l'anonymisation, pour moi, n'est pas une question. D'accord. Ouais. Vous avez raison. Ouais. Ce n'est pas une question, effectivement, l'anonymisation des données, je reformule, puisqu'on va mesurer un lieu, un endroit, et effectivement, du coup, on n'est pas forcément attaché à des personnes. Ça me fait rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, le seul règlement qui nous tient, ça va être le RGPD, mais le RGPD, du coup, va être plutôt sur les adresses mail, les noms, prénoms, adresses de nos utilisateurs.
Donc, c'est relativement facile à suivre. Aujourd'hui, la donnée de qualité de l'air n'est pas encore considérée comme quelque chose de central, primordial, important. Alors que pourtant, on voit tout par de la mesure de qualité de l'air au sens très large. Je vous donnais des exemples sur l'occupation, la présence, les odeurs, etc. Donc, on peut déduire énormément de choses. C'est quelque chose qui n'est pas intrusif. On n'a pas de caméra, on n'a pas de micro par rapport aux moyens traditionnels et notamment certains outils des GAFA. On est beaucoup moins intrusif. Et du coup, je pense qu'il y a une énorme valeur, et notamment sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand il va falloir pouvoir concilier, parce qu'on n'aura pas le choix, qualité de l'air intérieur et impératif de transition énergétique. C'est là où les données vont prendre toute leur valeur. Aujourd'hui, certains clients, et voire beaucoup de clients, des grands comptes, des collectivités, nous demandent, et c'est par défaut ce qu'on met dans nos conditions générales d'utilisation d'ailleurs, à avoir la pleine propriété de ces données. Ce n'est pas nos données, quand ils déploient des capteurs chez eux, c'est leurs données. Certains nous autorisent à travailler cette donnée de façon anonyme sur différentes, on va dire, grandes thématiques. Comment va se comporter d'un point de vue renouvellement d'air un bâtiment ancien par rapport à un bâtiment plus récent, par rapport à un bâtiment neuf, avec des CTA, de la double flux. Ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup, notamment dans le contexte actuel. Et après, corréler ça avec des débits de ventilation, en soufflage reprise, remonter les consommations d'une CTA. Voilà, du coup, on va finir par sortir le coût d'un mètre cube propre en CO2, en PM, etc. Et donc, du coup, avoir une information qui va être au cœur de la stratégie et des gestionnaires du bâtiment sous quelques années, voire avant s'ils s'en rendent compte, ce qui est en train d'arriver. Sur cette votre modèle économique, il est basé là-dessus à court terme, à moyen terme, à long terme. On poursuit du coup avec une question sur le modèle économique de Pando 2 dans le contexte et suite à ma réponse. Aujourd'hui, nous, on propose forcément la supervision. On est éditeur de logiciels avant tout et on fait de l'analyse, gestion de données. Donc, on a un abonnement sous forme qui va reposer essentiellement sur un nombre de capteurs et sur un nombre de paramètres, ce qui est l'entrée de base. On a ensuite certaines options qu'on propose, notamment un utilisateur expert avec des outils d'analyse, pouvoir être autonome dans la configuration, gestion de ses utilisateurs, etc. Un outil de big data également qu'on commence à proposer dans le cadre de déploiements significatifs, où aucune appli, parce qu'on a beau faire la plus belle et la meilleure appli du monde, quand on commence à avoir plus de 500 capteurs, et ça ne répond pas à des besoins de reporting sur une semaine, un mois, 6 mois. Donc, il y a ces options-là. Et pour nous, la valorisation de cette donnée est plutôt un objectif à moyen terme, on va dire, de 3 ans. Le projet, là, c'est de remonter le plus de données possible, de données pertinentes, de commencer à intégrer ce qui est déjà fait, les consommations, les débits d'air, les consommations énergétiques. Avoir intérieur, extérieur en permanence nous permet de faire des choses assez intéressantes. Et donc, du coup, de travailler là-dessus et de se connecter au fur et à mesure ou de remonter le plus possible vers le gestionnaire exploitant et pouvoir proposer des axes d'optimisation de la qualité de l'air, des consommations énergétiques. Le tout sur objectif, idéalement, à terme. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à l'exemple que tu citais de la ville de Paris, parce que je trouve que c'est quand même un bon exemple. Est-ce que la ville de Paris vous a interdit de publier, enfin de rendre disponible sur Internet, par exemple, des mesures faites dans différentes écoles? Parce qu'on voit bien que c'est hyper sensible. Il y a des parents qui voient brusquement que l'école dans laquelle ils mettent leurs enfants, elle est vraiment mauvaise en termes de qualité d'air intérieur. Donc ça doit générer des tas de plaintes, etc. Ouais. Donc, quelle a été la condition, disons, dans votre étude que la ville de Paris vous a commandé de rendre, disons, disponibles ces données-là? Aujourd'hui, la ville de Paris, pour nous, est un excellent client et puis surtout le meilleur terrain d'études. Oui, ça j'entends bien. Madame le maire a fait le pari de dire, et c'est une des premières à cette échelle-là, il faut ouvrir l'information. Il y a eu beaucoup de choses en ce sens, notamment l'association Respire qui a fait un très bon, excellent premier travail
sur l'exposition et les niveaux moyens de pollution au niveau des établissements scolaires dans le Paris et dans toute la région Île-de-France. Il y a eu une deuxième étude sur les hotspots de la pollution qui a été publiée, qui est d'ailleurs toujours sur le site de la ville de Paris, qui a mis en exergue notamment que les bouches de ventilation du métro étaient les endroits très localisés dans Paris, dans la région, les plus pollués. La photo Oui, Marilyn Monroe sur la bouche de métro, là, on parlait de choc de particules fines tout à l'heure, là, on est en plein dedans. Voilà, et du coup, il y a eu 2 études qui ont été commandées, une à Air Paris, une à Pando 2. Et après, ils ont fait le choix, puisqu'on est petit et modeste, de publier l'étude d'Air Paris, qui est du coup consultable et sur Internet, et pas la nôtre. Mais les conclusions, du coup, sont celles que j'ai pu vous donner, ou les très mêmes extraits que j'ai pu vous donner, sont publics, et donc du coup consultables sur le site de la ville. Donc, c'est un des gros écueils, un des gros freins qu'on a quand on travaille sur la qualité de l'air intérieur, c'est que c'est un sujet extrêmement anxiogène. On a beaucoup, notamment des entreprises qui nous disent je préfère pas savoir, donc je ne veux rien faire. Et si je ne sais pas, on ne pourra pas me dire que j'ai rien fait. Donc, ça, c'est un très, très gros sujet. Et c'est en ce sens que je disais plutôt que la ville de Paris, du coup, était pour nous quand même quelque chose d'extrêmement positif et la politique retenue très positif avec l'ouverture de l'information sur le CO2 qu'on est en train de donner aux enseignants, notamment pour améliorer tout ce qui était ventilation, renouvellement d'air. Et donc, du coup, c'est plutôt les bons élèves de la France, sachant, mise en contexte, qu'on est très en retard par rapport à la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne et l'Angleterre qui est en train de rattraper le retard. Héloïse, est-ce qu'il y a d'autres questions de l'assistance? Il y a pas mal de questions dans l'assistance, donc on peut en prendre dans la suite. On n'a que jusqu'à 8 heures, hein, donc il est 8h moins 20, Oui, donc on oui, ne peut oui. pas prendre tout. Hein. Ouais, je sais bien. Bon, alors, il y avait une question qui demandait est-ce qu'on va enfin favoriser la ventilation naturelle et arrêter les bureaux dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc ça, c'était peut-être une question rhétorique, mais c'est vrai que peut-être pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, on a des réglementations qui nous imposent de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres sur certaines hauteurs d'immeubles. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'obsolète? Est-ce que là, ça ne devrait pas nous dicter en fait, d'arrêter tout simplement de faire ça? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues d'évoluer dans un sens ou dans l'autre de ce côté-là? Différents commentaires, mais c'est une excellente réflexion. Je reformule un peu pour l'audition. La ventilation naturelle qui pourrait être intégrée dans le bâtiment et également des ventilations mécaniques par fenêtre qui ne sont pas forcément disponibles. Oui, qui ne sont pas réglementaires, parce que la réglementation thermique des bâtiments neufs, en fait, elle interdit d'avoir une ventilation totalement par ouverture de fenêtre. Il faut que ça soit automatisé. Donc, effectivement, on a effectivement les RT 2012 qui a rendu le bâtiment étanche à l'air et donc du coup qui a rendu encore plus important le système de ventilation puisque c'est le poumon du bâtiment avec des réglementations complètement obsolètes, notamment l'air extérieur qui est considéré comme pur, les débits de ventilation nominaux qui sont bien trop insuffisants pour maintenir une bonne qualité de l'air. Donc ça, c'est un sujet. Après, pour élargir et dans le contexte peut-être un peu plus scolaire, on a différentes choses. Le plan Vigipirate qui, du coup, très souvent a fait condamner les salles au rez-de-chaussée pour éviter les intrusions. Dans des bâtiments publics, on a également des réglementations qui visent à empêcher la défenestration ou les suicides. Donc, du coup, dès le 2e étage, on va condamner les fenêtres. Donc, ça, c'est effectivement des freins. Et aujourd'hui, pareil, si on ne sait pas, si on ne s'intéresse pas, effectivement, ça n'avait pas d'impact. Aujourd'hui, dans le contexte de crise sanitaire actuelle et qu'on connaît la qualité de l'air, c'est des choses qu'on va devoir prendre en compte, peut-être un petit peu autrement. Et après, dernière chose… mais pour être plus précis sur la question qui a été posée, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une réflexion justement sur les changements de réglementation? Oui, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup sur les bâtiments neufs, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais on a été sollicité sur 2-3 projets, c'est de reprendre les anciens systèmes qui fonctionnaient très bien de ventilation naturelle, avec notamment pour des gymnases, des panneaux qui vont pouvoir être plus ou moins ouvrir pour générer des courants d'air.
avec étude de la qualité de l'air extérieur aussi, comme ça on ne fait pas de transfert de pollution. Donc soit on voit beaucoup arriver, notamment dans les gymnases, les bâtiments collectifs, et de plus en plus dans les bâtiments qui vont être soumis à des températures un petit peu extrêmes, notamment avec le dérèglement climatique, qui intègrent ces systèmes de courant d'air, qui intègrent la mécanique des fluides et de plus en plus de modélisation en phase de conception des bâtiments pour pallier effectivement à ce manque de renouvellement d'air. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup, à la question. C'est bon, donc, je vais essayer. C'est un vaste ici. Ouais, tout à fait. Pour vous dire sur le que vous venez de dire, est-ce qu'il existe des études qui comparent les bâtiments anciens où finalement on avait une ventilation qui semblait assez intelligente et toute cette mécanique robotique qu'on a mis dans les nouveaux bâtiments, surtout les tertiaires, il faut bien nous. Est-ce qu'il y a des études comparatives qui sont faites qui pourraient justement aider dans l'analyse des normes, et se dire attention, ces bâtiments thermaux qui sont mis en place pour la PV12, finalement, on a aggravé la qualité de l'air. On a une question. Excellente question sur est-ce qu'on a des données chiffrées, est-ce qu'on a des résultats sur la différence entre des bâtiments anciens, des bâtiments plus récents, voire des bâtiments RT 2012 qu'on a complètement cloisonnés, rendus hermétiques à l'air extérieur. La réponse, c'est malheureusement pas assez. Pas assez parce que le déploiement de microcapteurs n'est pas encore suffisant. Les acteurs, pour exploiter cette donnée à des niveaux assez macro et avoir un échantillon, on va dire, manque. Ça fait partie de la réponse à la précédente question. Effectivement, pouvoir aller caractériser des niveaux de renouvellement d'air dans différentes typologies de bâtiments. Ça va nécessiter l'exploitation, le déploiement de très nombreux capteurs et l'exploitation de ces données, justement pour arriver à ce genre de résultat qui est nos 25 mètres cubes intérieurs par personne, sont-ils suffisants ou pas, sachant qu'on sait déjà pertinemment que la réponse est non dans la plupart des cas. Avec le réseau des architectes, si par région, les ordres et tout ça, quand même, on remonte des informations et il y a un moyen d'avoir une base qui permet un petit peu. Tout à fait, on commence à avoir certaines idées. Et après, aujourd'hui, c'est à l'échelle de quelques milliers de capteurs. Tout à fait. Oui, on le recommande très fortement. Là, ça fait partie des gros résultats qu'on va pouvoir sortir et des grosses avancées qu'on va pouvoir sortir d'un déploiement et de la démocratisation du microcapteur, qui en plus permet à des coûts de moins en moins élevés d'obtenir une mesure de plus en plus fiable et de rentrer à l'intérieur du bâtiment pour comprendre son fonctionnement et faire évoluer les normes. Je peux rebondir sur la question justement de la norme concernant les renouvellements d'air, d'air neuf. Il y a une énorme disparité entre les pays européens. Je cite un exemple. En France, les écoles, on sait qu'on demande 18 mètres cubes par occupant dans les salles de classe. Mais par exemple, en Espagne, la norme, la réglementation, c'est 45 mètres cubes par occupant. Vous voyez, il y a une énorme différence. Donc, voilà, je pense que c'est un gros sujet, effectivement, déjà d'harmoniser et puis d'introduire. Enfin, on voit bien que pour l'Espagne, c'était un sujet de qualité d'air et pas un sujet d'efficacité énergétique. Et nous, en France, on est resté sur nos 18 à cause de la question de l'efficacité énergétique. On ne va pas se mentir, la grosse priorité avec le décret tertiaire et sa mise en application avec l'année de référence au mois de septembre. Exactement. Du coup, il va falloir aller chercher plus loin que 2020 déjà. Ça, c'est sûr, avec tout ce qu'on aura soufflé. C'est sûr, soufflé. Et Louise, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui. Après, on s'arrête quand vous voulez, hein, mais justement, sur la question du coût, il y a la question du poids environnemental de fabriquer tous ces capteurs. De les fabriquer, de les déployer, comment est-ce qu'ils sont alimentés? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a des fois, on a le souci que les capteurs sont avec des piles ou alors faut aller tirer des câbles pour que ça soit alimenté, parce que c'est quand même une maintenance aussi d'aller changer les alimentations. Est-ce que ça vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont préférables par rapport à d'autres, à la fois sur le poids environnemental de la fabrication des capteurs et
aussi leur vie en exploitation? Alors, différents éléments, hein, c'est très large. Je répète la question. Oui, pardon. Du coup, il y avait une question sur l'impact environnemental du capteur dans sa fabrication, dans son déploiement, dans son entretien, sa maintenance, notamment alimentation. Voilà, et du coup, savoir ce qu'il y avait un petit peu sur le marché. Je suis indépendant, hein, là, je ne suis pas fabricant de capteurs. On voit de plus en plus de choses quand même dans la filière, notamment qui commencent à être fabriquées en local, de la même façon que dans les autres industries. On ne le voit pas encore assez, mais de plus en plus quand même de moules avec du plastique recyclé, ça commence à arriver. Voilà, donc empreinte environnementale, après, c'est du électronique, hein, donc ça vient malheureusement d'Asie, comme tout le reste, comme nos téléphones, comme nos ordinateurs. Donc on ne peut pas dire que l'empreinte est neutre ou faible, ou plus faible qu'une autre. Il y a quand même beaucoup d'assemblages et de fabricants français qui font de très bons produits, qui commencent à intégrer de plus en plus ces problématiques. Donc ça va dans le bon sens. Je vous coupe la parole parce que c'est moi qui posais la question, Marie-Thérèse Durand. Est-ce qu'ils font au moins une ACV de leur capteur? J'en suis pas persuadée parce que du temps où je travaillais, j'ai essayé d'avoir des ACV de capteurs, je n'ai jamais trouvé. Et quand on sait le poids du numérique sur les émissions totales de gaz à effet de serre, moi, ce qui m'affole dans ce que vous racontez, c'est cette data énorme que vous produisez. Il va falloir se mettre au régime. Hein. On va pas pouvoir utiliser autant de data. C'est pas possible. C'est trop coûteux pour l'environnement. Ça, mon problème. Alors, il y avait une question sur l'analyse du cycle de vie des capteurs. C'est encore assez limité. Je pense que l'industrie, le marché n'est pas encore autant structuré que d'autres industries. Donc, ce n'est pas toujours forcément disponible. Ensuite, avant ça, il y a beaucoup de fabricants avec à peu près toutes les réponses. Il peut y avoir quelque chose alimenté de façon pérenne. Donc, il faut tirer des fils électriques, les alimenter. Une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Et là, ça peut rester jusqu'à une dizaine d'années. Il va y avoir du capteur autonome sur batterie. Ce qu'on va recommander principalement, c'est de pouvoir recharger ou de changer la batterie pour ne pas jeter le capteur une fois qu'il n'y a plus de batterie. Ça serait quand même un petit peu dommage. Pour ceux qui le font encore, il y a quand même des initiatives d'ores et déjà de remplacer ces batteries, ces capteurs, pour prolonger leur durée de vie. Et après, le coût data et le coût cloud, effectivement, il faudrait peut-être se mettre au régime et ça a un impact. Et ça consomme. Moi, ma position, après, je ne suis pas forcément objectif, vu que je travaille principalement sur cet actif, c'est qu'il faudrait commencer par déployer, par l'analyser de façon très concrète pour pouvoir remédier de façon efficace et éclairée, notamment à ces débits d'air, à une bonne gestion de la qualité de l'air. Et après, sur ce sujet, on pourra être, on va dire, moins gourmand ou moins consommateur de données. Mais sans données, on ne peut pas analyser les choses et donc, du coup, on ne peut pas les améliorer. De toute façon, aujourd'hui, il faut il n'y a pas suffisamment justement on n'a pas assez de données. Déploiement de ce type de solution. Donc, on est au début de la connaissance de ce sujet. On ne va pas se limiter tout de suite. On va peut-être commencer par limiter Netflix avant de limiter les données de qualité de l'air intérieur. Et on va vite arriver à compenser notre empreinte cloud, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Thierry, tu n'as pas une question? Toi qui mets en œuvre. Oui, justement. La fédération, je crois qu'il y a des fabricants et des entreprises qui fabriquent. Oui, tout à fait. En gros, Fimea, du coup, c'est Étienne qui présentait ça en tout début de présentation. Non, mais on va répondre. La question, c'était la Fimea qu'on a présentée au début, qui était la fédération des industriels des métiers de l'environnement atmosphérique. Est-ce que ça regroupe aussi des fabricants? Oui, la réponse est oui. Il y a des fabricants, des bureaux d'études, des centres de recherche. C'est très vaste. C'est tout l'écosystème lié
à la mesure et à l'exploitation. Non. Tout à fait. Ouais, Souvent, sur une salle, Ça me semble. Ah, je ne savais pas. c'est pas dans le dos, je crois. il me semble. Pourquoi ça, c'est pas dans le dos? Bah oui. Ah, c'est un autre affaire. Ah, mais honnêtement, on y était au début, mais je crois qu'on n'est pas resté longtemps parce qu'il y a quand même un coût de cotisation. Hein. Encore plus qu'à l'ISAL. Ah oui, je crois que c'est plus cher que l'ISEL. Non, ça reste modeste. En tant qu'adhérent, je confirme, ça reste modeste. Est-ce que vous avez d'autres questions en ligne, peut-être? Bah, il y a toujours plein de Dernière. questions, mais il y avait une question qui est est-ce que les échangeurs à roues sont condamnés dans les centrales double flux? Une question de Serge Sidorov. C'est vrai que les échangeurs à roues, on sait que voilà, il peut y avoir des échanges de matière, donc on préfère souvent les échangeurs à plaques, ne serait-ce que au moins, et puis en les mettant en surpression, au moins dans les hôpitaux, les endroits comme ça. Est-ce que là, du coup, on condamne complètement les échangeurs à roues qui sont toutefois plus performants, hein, rendement de l'ordre de 80-85%, alors que les plaques, ça peut être 75 max, quoi. Oui, je Alors, voudrais. du coup, il y a une question sur le. C'était est-ce que les échangeurs à roues sont condamnés à terme parce qu'ils peuvent justement faire un mélange entre air extrait et air neuf. Donc, en termes de qualité d'air, c'est pas terrible, même s'ils ont possiblement un meilleur rendement d'échange que des échangeurs à plaques. Est-ce que d'un point de vue hygiène, justement, ils ne sont pas condamnés voilà. Oui, je voudrais apporter une précision avec un témoignage. Il y a une quinzaine d'années, Qui a été repris. Désolé, qui a été Serge, repris ils ne nous entendent pas très bien. Pardon, Il y a une précision de Serge, Serge je n'ai pas Sidorov. entendu la précision. oui, excusez-moi, apparemment, le son passe pas très bien. Je voulais dire, il y a une quinzaine d'années, j'avais eu un échange avec Swigon, le fabricant de CTA qui proposait des échangeurs à roues avant qu'elle ne se généralise en France avec d'autres fabricants. Et il nous expliquait que les Suédois l'utilisaient dans les hôpitaux. Ok, ouais. Bon, et question du coup sur les échangeurs thermiques, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation qui dit la crise sanitaire Covid-19, on coupe tout. En revanche, la REVA, je crois que c'est dès avril 2020, qui est l'association internationale, ça a été repris par toutes les fédérations nationales sur ventilation. Au plus tard, j'ai l'impression de mémoire, je crois que juin ou au plus tard septembre 2020. On dit effectivement il peut y avoir des mélanges, récupérer les calories et gagner de l'énergie, c'est bien, mais il y a des risques dès qu'on va être en recyclage ou un recyclage même involontaire d'augmentation de la contagiosité des espaces intérieurs, et auquel cas on recommande de complètement déconnecter, désactiver ces échangeurs. À roue, pas à plaque. À roue, ouais. Oui, c'est ça, à roue. Ouais, tout à fait. À roue. Non, mais Pardon, ouais. faut être précis parce qu'il y Tout a à fait. aussi des échangeurs à plaques dans les centrales de traitement d'air. Donc c'est à roue, quoi. Ok, Très bien. très bien. On peut prendre une dernière question, Héloïse, si tu veux. D'accord. Alors je vais. La dernière question, on va dire, c'est une question qui demande est-ce qu'on arrive à différencier et mettre en avant les pollutions liées aux matériaux de construction? Est-ce que déjà, dans la qualité d'air intérieur, nous, on a notre avis sur la question, mais est-ce que dans les relevés que vous avez, est-ce que les pollutions liées, les pollutions importantes, elles viennent plutôt de l'extérieur ou plutôt des matériaux de construction ou plutôt des habitants? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Donc là, la question, c'était est-ce qu'on arrive à bien identifier, quand on mesure une qualité d'air à l'intérieur, d'où viennent les différents polluants, quoi, entre l'extérieur, les polluants émis par les matériaux de construction, les polluants émis par l'occupation. Donc, moi, je pense que On commence l'occupation, on commence à le deviner. Plus on mesure de choses, du coup, plus on est capable de corréler. Encore une fois, c'est clé en environnement intérieur. Pour répondre, la première chose qu'on voit très souvent, par exemple, ça va être du comportemental. Des produits d'entretien qui ne sont pas écolabellisés, on sait exactement quand le personnel d'entretien passe, ça nous fait des pics de COVT. Et là, du coup, avec la récurrence et l'habitude, on sait que ça peut être l'entretien des locaux.
Ce qu'on constate également, notamment dans l'expérimentation qu'on a avec la ville de Paris là, sur l'école maternelle, à partir de 20 h, plus de la ventilation est coupée. Et donc, du coup, on a des pics exceptionnels de COVT la nuit. Et donc, du coup, ça veut bien dire que là, c'est plutôt le mobilier et les matériaux de construction qui sont en cause. Et après, une des grosses avancées sur le microcapteur, c'est effectivement d'avoir cette notion de présence pour être de plus en plus fin dans le suivi de notre exposition. On suivi dans l'interprétation. Dans le suivi et l'interprétation, effectivement, de l'exposition et corrélée de la présence. Pas que par le CO2, mais également par des capteurs de présence. L'ouverture des fenêtres et portes, on a également la possibilité de remonter ces informations, notamment dans notre application. Et donc, du coup, de détecter ce que je montrais sur l'exemple de VMU, si on pourrait y retourner, de pouvoir identifier assez clairement des transferts de pollution, ce qu'on voit en haut, par exemple, en cas d'épisode de pollution. Et donc, du coup, c'est en croisant toutes ces données, en les analysant et en faisant travailler les modèles, qu'on va être de plus en plus capable de pouvoir différencier les sources de pollution, sachant qu'après, il y a beaucoup de travail qui sont faits, notamment sur tout ce qui est notation environnementale des matériaux de construction. Il y a des notes, il y a également des solutions pour pouvoir modéliser, anticiper la qualité de l'air intérieur d'un bâtiment en phase conception sur la base des matériaux utilisés. Un adhérent de la FINEA, Octopus Lab, qui propose ce genre de travail prédictif. Et donc, du coup, on avance doucement, enfin, plutôt rapidement, même plutôt, je dirais, en fait, sur l'identification de ces sources de pollution, leur différenciation également. Très bien. Bon, je crois qu'on peut arrêter là. Merci pour votre présence, parce que c'était franchement, je ne sais pas si on va recommencer, j'espère bien d'avoir un truc mixte. Ça n'a pas été super facile. Bon, j'espère que le sujet vous a plu. C'est presque une introduction, on va dire, parce que c'est tellement vaste que le sujet. Effectivement. Je pense qu'on pourrait faire une dizaine, 17 cafés sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Mais voilà, je pense que c'était effectivement une bonne introduction, disons, au sujet dans le contexte post-Covid. Et puis, effectivement, ce boom des microcapteurs, parce que ça fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, et des usages qu'on peut en faire. Voilà. Je pensais que c'était bien d'avoir présenté aussi comment on les utilise, les différents types d'utilisation, parce que vous avez montré au début. Voilà, donc merci pour votre participation. Donc, comme d'habitude, ça sera disponible sur le site de l'ICEB. Et puis, pour ceux qui sont en présentiel, il va y avoir un petit pot. Voilà. Et désolé pour ceux qui sont en Zoom, on ne peut pas vous offrir un pot. Et merci. Sur Zoom, merci tout le monde dit merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup à notre intervenant pour sa patience, parce que c'était vraiment pas facile pour lui et vous avez réussi à répondre avec brio à toutes nos questions. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. J'en suis ravi. Merci à tous. Merci. Excellente au revoir. soirée. Au revoir.